De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Ahmad Ben Aboubakar Kebia, représentant du secrétariat national en charge du RJMPS, Makeilan Gebla, journaliste blogueur, et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Tout de suite, le dossier du jour. Au Tchad, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs sont récurrents. Les autorités tentent de limiter le phénomène, mais le conflit persiste. Ces conflits sont souvent la résultante de pratiques culturelles et pastorales mises en œuvre par les différentes communautés qui utilisent un même territoire. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Deora Sespodo. Au Tchad, réinvestir dans le secteur agropastoral pour diversifier l'économie est devenu une priorité du gouvernement depuis la chute du prix du baril de pétrole. Mais cette ambition des autorités s'est heurtée au phénomène d'affrontements récurrents entre éleveurs et agriculteurs à cause du surpâturage et du manque d'espace agricole. Ces conflits, qui sont causés pour la plupart des cas par la mauvaise répartition des ressources naturelles, la surpopulation des bétails et le changement climatique, font des dégâts humains et matériels considérables. Selon la cellule du développement rural, en moyenne, plus de 120 conflits entre éleveurs et agriculteurs sont recensés chaque année et occasionnent des dizaines de décès par an. Comment justifier les conflits persistants entre éleveurs et agriculteurs au Tchad? Qui sont les principaux acteurs concernés et quel degré d'impact de ce phénomène sur l'économie du pays? Que fait l'État pour mettre un terme à ces conflits? À ces questions, les avis des experts et des hommes politiques divergent de ceux des paysans qui vivent au quotidien la situation. Certains rapports et études ont montré que les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans les régions méridionales du Tchad sont causés par les perturbations climatiques, la poussée démographique et la pression foncière, mais aussi la fermeture récente des frontières terrestres. Avec le temps, le nombre du cheptel et de la population augmente. Et par le passé, il y a le marché des pays comme le Nigeria et la RCA qui absorbe une partie importante du cheptel tchadien. Ces marchés est fermé face au cheptel tchadien depuis quelques années. Ce qui fait que le cheptel augmente, mais il y a le surplace. On a un besoin en eau et en espace. Et ça crée des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Pour certains acteurs, la faible densité des cours d'eau est à l'origine de la transhumance des éleveurs dans les zones méridionales, reconnues comme un secteur de production agricole. Pour ces derniers, l'arrivée brusque et massive des troupeaux dans les zones à vocation agricole engendre la destruction des champs et crée des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Le gouvernement a initié la création des cours d'eau artificiels, mais ils ne sont pas suffisants. Alors, les éleveurs sont obligés d'aller à la recherche d'eau et de pâturage vers le sud, dans les zones humides à vocation agricole. Et comme les bétails ne sont pas maîtrisables, il y a parfois des débordements dans les champs. C'est ainsi que les conflits surgissent entre éleveurs et agriculteurs. Si certains observateurs pensent que les facteurs démographiques et climatiques sont à l'origine des conflits qui opposent les éleveurs aux agriculteurs, d'autres estiment qu'il y a une récupération politique du phénomène. Les agriculteurs et les éleveurs seraient parfois manipulés par les autorités pour des intérêts purement politiques. Le conflit éleveur-agriculteur, c'est un conflit qui a été seulement instrumentalisé par les hommes politiques. À l'époque, les agriculteurs et les éleveurs vivaient en symbiose. Mais malheureusement, c'est que les hommes politiques ont politisé cette affaire-là pour tirer leur épingle du jeu. Je crois qu'il faut que les administrateurs, le gouvernement, devraient s'assumer pour éradiquer ce problème. Le problème des éleveurs agriculteurs, ils n'ont aucun problème, ils ont toujours vécu ensemble. Et ce sont des deux aspects complémentaires. Maintenant, c'est quoi? C'est un problème d'administrateur. Pour réduire les affrontements liés au surpâturage, le gouvernement tchadien a tracé un couloir de transhumance de la zone sahélienne jusqu'à la zone méridionale pour permettre aux éleveurs de faire passer les bétails sans dévaster les champs. Une solution saluée par la médiature de la République qui exhorte les éleveurs à s'adapter aux nouveaux passages délimités. Vous savez, le couloir, il y a une insuffisance, ça c'est un. De deux, c'est une question de culture. Il faut apprendre
aux éleveurs qu'ils doivent entreprendre les couloirs bien précis pour éviter des problèmes et des conflits avec le cultivateur. Donc il y a un problème de culture. Et la médiature fait un effort pour travailler de concert avec les autorités administratives afin de mettre en place un cadre pédagogique de dialogue pour parer à cette phénoménologie de conflit. Certains acteurs pensent que le couloir de transhumance tracé par les autorités n'est pas une solution durable pour mettre un terme au conflit entre les deux secteurs. Au-delà du fait que le couloir est relativement étroit pour le passage des milliers de bétail en une journée, il est difficile de contenir et de canaliser le passage des troupeaux, comme le veulent les initiateurs du couloir de transhumance. Les éleveurs nomades ont l'habitude de remonter du nord vers le sud. Pendant leur passage, les bœufs font des déchets et ces matières fécales fertilisent le sol. Du coup, les agriculteurs n'hésitent pas à défricher cet espace de passage de bétail pour la culture. Mais au retour, les éleveurs, sans se rendre compte, dévastent les champs. Pour le couloir de transhumance, il est très exigu et tracé pour le passage de 60 bœufs alors que des milliers d'animaux y passent par jour. Ce n'est pas facile de les canaliser sans débordement. Pour les éleveurs, les autorités doivent d'abord trouver des solutions à la pression démographique et climatique pour éviter les mouvements de bétail vers les zones agricoles. Il s'agit notamment de la création des abreuvoirs mécanisés. Il faudra également trouver d'autres sources d'alimentation des bétails de type industriel. Si nous descendons régulièrement vers le sud, pendant les saisons pluvieuses pour chercher du pâturage, c'est parce que nous manquons d'herbes et de cours d'eau ici. Donc, si les autorités peuvent nous aider à créer des abreuvoirs motorisés et mettre à notre disposition des tourteaux pour alimenter les bétails sur place, il n'y aura pas de contact entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est seulement le manque d'eau et de pâturage qui est à l'origine de la transhumance et des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Si le gouvernement arrive à régler ces problèmes, les nomades n'auront aucun intérêt à se déplacer dans les régions agricoles pour chercher le pâturage. Les agriculteurs, quant à eux, pensent que le manque d'espace pour le pâturage et la culture agricole ne doit pas constituer une source de conflit entre les deux secteurs complémentaires que sont l'élevage et l'agriculture. Ils demandent à l'État de mettre à leur disposition des intrants et des semences appropriées pour la culture de contre-saison. Ceci permettra d'éviter la dévastation des champs par les bétails. Généralement, les éleveurs nomades et leur bétail débarquent dans nos localités pendant les saisons pluvieuses. Si les autorités peuvent nous aider à faire les cultures de contre-saison en mettant à notre disposition des engrais et des semences adaptées pour la saison humide, pendant que les nomades sont encore dans la bande sahélienne, ça évitera la dévastation des champs par les bœufs. Le gouvernement tchadien a initié en 2014 des comités villageois pour le règlement à l'amiable des conflits intercommunautaires dans les zones rurales. Selon les autorités, cette initiative qui a pour but de donner une chance aux médiations paysannes a permis de baisser considérablement le nombre de conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le pays. Rappelons que le Tchad compte de nos jours environ 35 millions de têtes de bétail et dispose d'un potentiel de terres cultivables d'environ 39 millions d'hectares, représentant 30% du territoire national. Makaila Ngebla, comment expliquer que ce phénomène, ce conflit entre éleveurs et agriculteurs s'accentue ces dernières années? Merci beaucoup. Sincèrement, à travers votre reportage, cela témoigne également l'incurie des autorités tchadiennes. Ces conflits, ça s'est intensifié, ça s'est aggravé parce que les autorités n'ont pas pu quand même mettre de l'accent particulier sur ces deux secteurs clés de notre économie nationale. Vous savez, le Tchad est un des pays producteurs, non seulement du coton, mais aussi un des pays clés exportateurs de l'élevage. Mais subitement, les autorités tchadiennes n'ont pas, depuis 26 ans, n'ont pas du tout mis l'accent pour aider effectivement les éleveurs
et les agriculteurs à pouvoir vivre ensemble, à pouvoir quand même continuer à œuvrer dans le même sens. Et ça, c'est ce qui a été déploré. Et même dans les rapports de CCFD, Comité contre la faim et le développement, avait d'abord fait des recommandations demandant aux autorités tchadiennes de prendre les responsabilités. Malheureusement, comme on l'a dit, un acteur de la société civile tchadienne disait qu'il y a une instrumentalisation politique de ces conflits-là. Aujourd'hui, les Alors, rapports... instrumentalisé pourquoi ? Instrumentalisé parce qu'en fait, la zone septentrionale souvent était confrontée au manque d'eau et que les éleveurs sont obligés d'aller vers le sud, une zone méridionale ou beaucoup plus pluvieuse et beaucoup plus agricole pour pouvoir abreuver leur bétail. Mais malheureusement, ces conflits-là, on a l'impression que les autorités tchadiennes ne mettent pas du tout vraiment de l'autorité, effectivement, ou bien réglementer cette transhumance des éleveurs vers le sud. Ce qui est à l'origine, effectivement, de ce conflit qui prend une ampleur vraiment inquiétante depuis Alors la oui, saison. mais vous dites instrumentalisé. Dans quel sens par les forces politiques? Dans quel sens? Pour être clair, c'est qu'effectivement, les autorités tchadiennes, souvent, en fait, sont beaucoup plutôt enclines à soutenir les éleveurs qui quittaient, effectivement, d'un point A pour un point B, et en arrivant, souvent ces éleveurs possèdent des armes, et ce qui a souvent amené des crimes de sang entre éleveurs et agriculteurs. Et je pense que ce n'est pas du tout normal si on veut œuvrer dans le sens d'une cohésion nationale, de l'unité nationale entre les différentes composantes nationales. Mahamat Ahmad Ben Aboubakar Kébir, les mesures que prend le gouvernement ne sont pas efficaces aujourd'hui pour, on va dire, limiter ce phénomène, ce conflit entre éleveurs et agriculteurs? Je vais vous dire d'entrée des jeux que je m'inscris en faux contre les arguties de Makaïla qui toujours est là à dire du n'importe quoi en ce qui concerne le gouvernement tchadien. Voilà, les raisons sont les suivantes. Le gouvernement actuel, enfin le régime actuel au Tchad est arrivé au pouvoir en 1990. À son arrivée au pouvoir, le gouvernement a hérité de 50 années de problèmes dans ce pays. Il s'est attelé à régler ces problèmes-là. Moins de 5 années après, des rébellions se sont constitués et ont vu le jour. Alors le gouvernement est obligé de faire de tout feu de tout bois. Donc d'un côté, essayer de régler les problèmes qu'il a hérités en arrivant au pouvoir, et de l'autre faire face à ces rébellions-là. Alors, mais donc, pourquoi ça s'accentue ces dernières années, ce problème ? Ça s'accentue, c'est clair. Dans le reportage, on l'a vu. Il y a l'explosion démographique d'un côté, et il y a aussi le problème foncier qui se pose. Et il y a de notre côté des pluviométries qui sont non abondantes parfois, et qui créent des situations telles que les éleveurs qui ont besoin de faire paître leurs animaux sont obligés d'aller un peu plus loin pour chercher du pâturage. Et effectivement, le gouvernement a fait beaucoup. Le gouvernement a créé d'abord des couloirs de transhumance qui existent déjà et il s'attelle à en créer davantage. Il y a Alors, est-ce que cette mesure-là est suffisante? Parce qu'on voit qu'elle est critiquée quand même dans le reportage. C'est critiqué, c'est normal, parce que nous sommes un jeune pays et nous sommes aussi un régime qui est nouvellement arrivé au pouvoir. Parce que la démocratie au Tchad, en 25 années, c'est encore embryonnaire, voyez-vous. On a été confronté à plusieurs problèmes à la fois et nous sommes obligés d'y faire face. Non seulement nous gérons notre problème à l'intérieur du pays, mais nous sommes obligés aussi d'aller secourir d'autres pays en Afrique qui sont confrontés à des problèmes de terrorisme. Dans quel pays du monde avez-vous vu un pays qui a ces problèmes internes, qui les gère et à la fois qui doit aller traiter d'autres problèmes ailleurs? Non, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Il y a un médiateur qui a été nommé. Il y a un médiateur qui a été nommé et ce médiateur-là fait son travail dans les règles de l'art. Les médiateurs, il a plusieurs conseillers qui, à longueur de journée, sillonnent les zones et les régions du pays pour pouvoir recueillir... Alors, vous parlez de mesures concrètes. Alors, les mesures concrètes... Oui, voilà, des mesures concrètes. Par exemple, il y a des comités villageois qui ont été mis sur pied et qui sont en train de régler les problèmes. Je prends l'exemple du Chari Baguermi. En 2011, il y a deux communautés, Kadada et Al-Elfas, qui s'observaient en chien de faïence depuis quand même plusieurs décennies. Mais grâce à la mise sur pied des comités villageois, ces deux communautés ont pu vivre en harmonie et qui vivent vraiment dans la paix en ce moment. Donc il y a des mesures concrètes que le gouvernement ne cesse de mettre sur pied pour pouvoir pallier au problème. Je pense par rapport aux mesures du gouvernement, je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour M. Kébir, je pense que... Parce que M. Kébir parle quand même de mesures concrètes qui ont été avancées par le gouvernement. Mais moi, je suis pas d'accord avec ces mesures concrètes avancées par le gouvernement. C'est en fait des mesures qui n'ont pas du tout apaisé la tension. Vous savez, ça fait 26 ans que le pouvoir tchadien est là et aujourd'hui, nous
nous sert sur le plateau l'argument sécuritaire pour justifier effectivement ces conflits internes. Le conflit interne a pris une dimension, sincèrement, a pris une dimension depuis l'avènement au pouvoir de M. Déby. Avant cela, depuis 1960 à 90, il n'y avait pas ces conflits et les gens avaient habité en symbiose totale. Et les différents intervenants qui étaient intervenus là ont dit qu'il n'y avait pas ces problèmes. Et ces problèmes ont pris une ampleur dangereuse à partir de 1990. Et aujourd'hui, les autorités tchadiennes sont dépassées par ces événements et elles doivent vraiment prendre les responsabilités pour apaiser la tension. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces arguments-là. Idriss Déby est arrivé au pouvoir en 1990. Il n'a eu que 5 petites années pour pouvoir réellement s'occuper des problèmes du pays. Voyez-vous? Alors, et avec tout ça, il a fait mieux que les régimes précédents. Du coup, à partir de nos jours, je crois que le problème éleveur-agriculteur ne va plus se poser. La dernière fois que le problème agriculteur... Alors, la situation pour l'instant, c'est quand même que le phénomène s'accentue. Non, le phénomène ne s'accentue pas. La dernière fois qu'un conflit a opposé des agriculteurs et des éleveurs au Tchad, ça remonte à quand? Parce que là, on a tendance à nous faire croire que chaque jour, il y a un problème qui oppose des agriculteurs à des éleveurs. Non. La dernière fois qu'un problème a opposé des agriculteurs à des éleveurs, ça remonte à 3 mois. Alfred, quel peut être le rôle de l'État dans ce genre de conflit? On parle quand même de pression démographique, de problèmes climatiques. Alors au final, est-ce que les autorités ont vraiment une influence? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour régler cette situation? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire 2 ou 3 choses. 1, que ce soit le gouvernement tchadien, que ce soit les acteurs de terrain, les responsables des communautés, tout le monde a pris conscience, a pris la mesure de la situation et de sa dangerosité. La deuxième chose, le problème a été, les causes du problème, aujourd'hui, ont été identifiées par tous les acteurs. 3, qu'il y a une recherche des solutions. Et les solutions qui sont proposées ne donnent pas satisfaction totalement parce qu'effectivement, le problème, il est d'ampleur. Parce qu'il y a les aléas climatiques qui sont là, qui occasionnent la transhumance du nord vers le sud pour les éleveurs. Mais là, je pense qu'on aurait pu prévoir cela. On sait très bien que le nomadisme pastoral existe depuis toujours. L'autre point qui complexifie la situation, ça a été rappelé dans le reportage, c'est le fait de l'apparition de Boko Haram au Nigeria et de la déstabilisation de la Centrafrique, où les frontières sont fermées, qui étaient au fond des points d'évacuation. Maintenant, pour revenir à votre question... Rapidement, Alfred. Oui, rapidement. Je crois que les autorités sont en train de prendre la mesure de la situation et de sa gravité. Ça, c'est une chose. Mais je pense qu'il faut mettre ensemble à la fois les moyens de l'État, des communautés et des personnes concernées, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs. D'ailleurs, ils ont proposé un certain nombre de solutions qui sont tenables. La question de la démographie, je ne sais pas de quelle démographie on parle. Si on parle de la démographie animale, oui, effectivement, il y a une explosion. Ça voudrait dire aussi que, de l'autre côté, il faut créer une industrie de transformation, justement, de ce cheptel, parce qu'il doit être commercialisé au Tchad, par exemple. Souvent, c'est à l'exportation. On exporte les vaches, la viande des vaches vers les pays environnants. Mais quid de l'industrie de transformation sur place, justement, de ce cheptel-là? Ça serait aussi une mesure à prendre. Justement, je pense... très rapidement, s'il vous plaît. Je partage l'analyse d'Alfred, parce que c'est une analyse qui concorde totalement avec celle des organisations comme le Comité contre la faim et le développement, qui avait proposé effectivement d'alléchantes recommandations aux autorités tchadiennes. Mais seulement, les autorités n'étaient pas inclines, comme je l'ai dit, à pouvoir exécuter ces recommandations, à faire en sorte que les gens vivent ensemble. Nous souhaitons que les Tchadiens vivent ensemble dans la cohésion sociale et l'unité nationale, mais on a l'impression que depuis l'arrivée au pouvoir de M. Déby, les choses ne marchent pas bien. Et c'est bien déplorable. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La justice sénégalaise a délibéré dans l'affaire concernant Barthélémy Diaz. Le maire socialiste de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur écope de 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Il est reconnu coupable de coups mortels, de coups et blessures volontaires, de détention illégale d'armes.
Et en Centrafrique, le procureur spécial pour la Cour pénale spéciale a été officiellement nommé ce mercredi. Il s'agit du colonel congolais Toussaint Muntazini Mukimapa. Il est chargé d'instruire les dossiers à charge contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'instant, troisième partie de l'Africa News.